Bien, nous continuons une après-midi où nous recevons plusieurs grands patrons français. J'ai le plaisir de recevoir Benoît Bazin, le président directeur général de Saint-Gobain. Bonjour. Bonjour Benoît. Alors, même question peut-être que tout à l'heure à Florent Ménégo. Vous vous sentez comment l'ambiance aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence en cette veille d'élection? Est-ce que, milieu économique, dont vous êtes l'un des représentants, est-ce que vous êtes inquiet sur l'état du pays, sur ce qui pourrait se passer la semaine prochaine? Le thème des rencontres, c'est relier les mondes. Et c'est précisément ce que nous, chefs d'entreprise, faisons en permanence, puisque nous avons en permanence cet objectif d'unité de nos équipes, de valeurs, de stratégies communes de par le monde. Donc ça n'est pas la première fois ni la dernière que les entreprises vivent des périodes électorales, vivent parfois des soubresauts géopolitiques. Et contre tout ça, on l'a vécu contre le Covid, on l'a vécu avec la guerre en Ukraine, notre premier devoir, c'est un devoir d'unité, un devoir de cap stratégique, de maintenir les investissements de long terme, de continuer à encourager nos équipes. Dans le monde du bâtiment de Saint-Gobain, évidemment, il y a toujours les 2,5 millions de Français qui attendent des logements sociaux. Il y a toujours un besoin gigantesque de rénovation énergétique. Les passoires thermiques ne disparaissent pas. Le climat ne va pas s'améliorer ou ne va pas fondamentalement changer la semaine prochaine. Donc tous ces besoins, rénovation énergétique, urbanisation en pays émergents, tout ça, c'est la mission de Saint-Gobain, leader mondial de la construction durable, et on la déploie partout dans le monde. Alors justement, dans cette montée de la colère des populations, il faut peut-être essayer de revenir à l'origine. Il y a peut-être eu le sentiment qu'il y a eu une écologie punitive, une volonté peut-être d'aller trop vite, trop fort, en tout cas de ne pas permettre aux gens de réussir à réaliser à la fois cette transition. On parle de chauffage, on parle de rénovation des appartements, ça coûte de l'argent, on peut y revenir et c'est votre métier. Et puis les moyens qu'on leur met à leur disposition. Est-ce qu'il n'y a pas des réponses nouvelles peut-être à imaginer, alors que vous l'avez dit, il y a une urgence climatique, elle est toujours là, mais il y a également une urgence sociale? Alors c'est vrai que le bâtiment, il est au carrefour de ces enjeux sociaux, pouvoir d'achat, de ces enjeux de crise énergétique et également de ces sujets climatiques, puisque le bâtiment fait 40% des émissions de CO2. Clairement, le bâtiment, en termes de pouvoir d'achat, si vous apportez une réduction de la facture de chauffage, vous apportez du mieux vivre, parce que vous apportez du confort thermique, il faut un récit collectif qui apporte du mieux vivre. Donc confort thermique si vous faites une bonne isolation, réduction de la facture de chauffage. Après, il faut accompagner les plus modestes pour avoir une transition écologique juste. Mais je pense qu'il faut tout cet équilibre, un grand récit collectif pour engager nos citoyens dans la durée, parce qu'encore une fois, la transition environnementale, c'est une réalité qui va nous occuper pendant plusieurs décennies. Il faut l'expliquer, il faut l'accompagner et il faut apporter du mieux vivre, typiquement confort thermique, typiquement réduction d'une facture énergétique avec une amélioration là, du pouvoir d'achat, parce que le bâtiment est au cœur de ce sujet de pouvoir d'achat et je me réjouis qu'on continue d'en faire une priorité en France, que ce soit dans la construction neuve ou que ce soit dans la rénovation. Alors en France, il y a un dispositif bien connu, qui s'appelle MaPrimeRénov'. Quand on regarde ce qui s'est passé sur le plan budgétaire en début d'année, dès qu'il y a eu un coup de froid budgétaire avec les recettes fiscales qui étaient moins importantes que prévu, les déficits augmentent, tout de suite l'État prend des décisions. Première décision, le fameux rabot budgétaire. Premier coup de rabot, MaPrimeRénov'. Qu'est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, cette question de la cohérence des politiques, je pense notamment par rapport à tout ce monde des artisans avec lesquels vous travaillez, est quand même quelque chose qui devrait être sanctuarisé pour convaincre les gens qu'on va vraiment dans cette direction? Parce que pour beaucoup, MaPrimeRénov', c'est aussi très compliqué. Et puis, pour certains, ça coûte cher. Il faut quand même arriver à convaincre les gens de changer, justement. Alors, c'est clair qu'il faut de la stabilité et il faut de la visibilité. Moi, ce qui me frappe, c'est que, par exemple, dans les statistiques des notaires l'an dernier, vous aviez entre 20 et 25% de rabais sur la vente ou l'achat de biens immobiliers avec une très mauvaise performance énergétique et une prime de 15 à 20% sur des biens immobiliers avec une bonne performance. De la même façon qu'aujourd'hui, vous n'allez pas acheter une maison avec des termites, vous n'allez pas acheter une maison avec de la peinture au plomb. L'efficacité énergétique aujourd'hui, c'est une réalité économique et sociale. Parce que, encore une fois, ça vous fera un meilleur bâtiment, ça vous revalorisera votre bâtiment, votre appartement, votre maison si vous l'avez rénové. Donc cette réalité économique, énergétique, climatique, elle demeure. Il faut accompagner avec de la visibilité. Les artisans, nous les formons RGE. Nous avons 400 000 artisans de la CAPEB. J'ai visité d'ailleurs il y a encore quelques jours des artisans autour d'Aix-en-Provence. Ils sont très engagés sur ces sujets-là parce que la rénovation énergétique d'un bien, c'est un vrai sujet,
notamment pour la valeur immobilière du bien, en plus du pouvoir d'achat pour la personne qui l'occupe. Ces sujets-là demeurent, quels que soient les dispositifs qui les accompagnent et qui les favorisent, parce que c'est vrai qu'une prime rénov qui aide des revenus modestes, ça fait un reste à charge plus faible et ça accélère les travaux. Parlons un peu de Saint-Gobain et de sa transformation écologique. Et vous avez fait une acquisition la semaine dernière de Fosroc, qui est dans la chimie de la construction en Asie. Comment est-ce que vous allez accélérer dans le domaine de la décarbonation des matériaux? Alors c'est au cœur de notre stratégie, leader mondial de la construction durable. Nous avons baissé de 34% les émissions de CO2 de Saint-Gobain, donc notre propre empreinte, et nous sommes maintenant les leaders mondiaux en termes d'offres bas carbone, du verre bas carbone, la plaque bas carbone. Nous nous développons sur 2 grands axes, le développement géographique. Nous avons maintenant les 2/3 des résultats du groupe qui viennent d'Amérique du Nord, d'Asie et des pays émergents, dans des pays où il y a beaucoup de croissance de population. Au Canada, on a fait une acquisition en début d'année, on est en train de clôturer une acquisition en Australie, parce que ce sont des pays avec beaucoup d'immigration et donc avec la construction, une population qui croît. Ça, c'est le premier axe de développement stratégique géographique, et deuxièmement la chimie de la construction qui permet de décarboner effectivement les bâtiments, notamment en décarbonant le ciment et le béton. Donc au total, depuis 5 ans, 16 milliards de chiffre d'affaires de Saint-Gobain a été renouvelé avec des cessions et avec des acquisitions, et c'est ça qui nous a permis de tripler notre génération de trésorerie, de doubler les résultats. Donc Saint-Gobain va bien et a un cap stratégique très bien défini que nous allons continuer à mettre en œuvre demain matin, l'année prochaine, partout dans le monde. Quand on parle de vos métiers, on pense souvent à ces emplois verts. Il y en a beaucoup, mais notamment dans la rénovation. C'est probablement l'un des gisements les plus importants. Notamment, vous parlez des artisans. C'est vrai qu'il y a parfois des débats sur la bonne formation, sur le fait que les DPE sont bien faits, que les travaux sont bien faits, que ces règles, effectivement, RGE sont bien appliquées. Est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu changer les choses pour qu'il y ait plus de confiance dans la qualité des travaux qui sont faits? Alors, le métier des artisans, c'est un métier très noble, c'est un métier difficile. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Il faut ensuite comprendre que le monde du bâtiment, c'est un monde à inertie lente. On parle de centaines de milliers de chantiers, de millions de chantiers dans le monde. Donc c'est un petit peu normal qu'il faille du temps pour s'improviser ou se former diagnostiqueur de performance énergétique. C'est un petit peu normal que tout ça rentre petit à petit dans la norme. Donc il faut être un petit peu patient, mais les artisans le font très bien. On peut mesurer la performance énergétique avant, après une rénovation globale. On va diviser par 4 ou 5 la facture énergétique de la maison. Ça coûte à peu près 30 000 € pour un pavillon de banlieue, donc c'est 250-300 € du mètre carré. C'est un retour sur investissement de 3-4 ans. Et les artisans, encore une fois, le font partout en France, sont formés, mais c'est un petit peu normal que ça prenne du temps parce qu'il y a 5 millions de passoires thermiques à rénover en France, il y a beaucoup de bâtiments publics, on parle pas assez souvent des écoles, des hôpitaux, c'est des lieux de travail pour des enseignants, c'est des métiers difficiles, pour les soignants, c'est des métiers difficiles, donc là aussi la qualité du bâti, ça a un impact fondamental sur le bien vivre ensemble dans nos sociétés, sur la croissance économique du pays, et donc moi je me réjouis que le bâtiment soit au centre demain matin, après-demain, dans un an, à la fois des directives européennes, mais aussi en France, au centre des préoccupations de la société. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la formation des artisans? Est-ce que vous prenez vous-même des initiatives, le groupe Saint-Gobain? Alors nous avons des centres de formation pour nos équipes, nous avons des centres de formation pour les artisans, on appelle ça école 19 degrés, ça c'est pour le génie climatique, notamment tous les systèmes de chauffage, pompe à chaleur. On a l'école du toit pour les couvreurs, on a l'école des bâtisseurs, point P. Donc avec nos 2000 points de vente de négoce de matériaux partout en France, nous sommes vraiment le leader de la formation, du recyclage de matériaux, de l'accompagnement des artisans. Et globalement, dans le monde, on fait entre 1,5 milliard et 2 milliards de crédits aux artisans. Donc vous voyez, quand les taux sont un peu élevés, Saint-Gobain fait 1,5 milliard de crédits gratuits aux artisans pour les accompagner dans les chantiers et pour que demain matin, ils puissent continuer à financer et développer la rénovation énergétique. Je reviens à MaPrimeRénov'. Imaginons que vous soyez nommé ministre en charge de la transition énergétique et écologique et vous preniez vous-même la mesure MaPrimeRénov'. Qu'est-ce que vous changeriez si vous deviez, dans le prochain gouvernement, proposer une amélioration de ce qui est fait? Alors moi, je l'ai indiqué plusieurs fois, j'ai parlé d'un plan Marshall de la rénovation énergétique. C'est de cibler les efforts sur les bâtiments F ou G. Encore une fois, le diagnostic de performance énergétique, il ne va pas disparaître, il est inscrit dans la loi. Et si on cible les efforts sur le F ou G, on met le soutien public là-dessus. Pourquoi? Parce que ce sont des ménages à revenus modestes. Si le reste à charge est trop important, ils ne feront pas les travaux. Parce que ce sont petit à petit des bâtiments ou des logements qui se déprécient, qui éventuellement vont sortir même du marché locatif. Et puis parce que le comité scientifique et technique du bâtiment nous dit que ce sont 70% des émissions de CO2 qui viennent de ces bâtiments. Donc moi je dirais, on met, selon l'état des finances publiques, 5, 6 ou 10 milliards sur
les passoires thermiques F ou G. On fait ça pendant 10 ans. On sort ces passoires thermiques du parc immobilier français. On apporte du confort à toutes les personnes pour du mieux vivre et donc de la croissance économique, des emplois locaux dans le monde du bâtiment, des emplois avec des artisans. Et donc, en 10 ans, on a des bâtiments décents. Ça, c'est sur la rénovation. Et puis, sur le logement social, il y a un besoin crucial de logement social tous azimuts, puisque nous avons plus de 2 millions de Français qui sont en attente de logement social. Donc, il y a clairement un sujet dans le neuf comme dans la rénovation très important pour les Français, parce que le logement, c'est au cœur de la vie quotidienne de 65 millions de Français. Bon, bah écoutez, je ne sais pas si vous serez nommé ministre du Logement, mais en tout cas, on vous a entendu. Il faut mettre plus d'argent, un peu du pognon de dingue, comme on disait autrefois, dans nos logements pour la rénovation comme pour la construction. Et accompagner tous ceux que nous devons accompagner pour que la transition écologique, environnementale soit juste pour mieux vivre dans son chez-soi, mieux vivre dans son lieu de travail. Un seul exemple, au Royaume-Uni où le Labour vient de gagner les élections, l'un des sujets sur lesquels ils ont gagné les élections, c'est un plan d'1,5 million de logements à construire d'ici, je crois, 2030. Mais partout dans le monde, on a des besoins de logement. Partout dans les pays d'Europe, on n'a pas assez construit, on n'a pas assez rénové, mais c'est vrai aussi aux États-Unis, c'est vrai au Canada. Aux États-Unis, il y a 4 millions de besoins de logement. Au Canada, 1,5 million. Donc partout dans le monde, on a des besoins de logement parce qu'il y a quand même une croissance de la population. Il y a des besoins de rénovation plutôt en Europe. Donc oui, Saint-Gobain a devant soi beaucoup d'années de croissance dans le neuf comme dans la rénovation. Et ça marche. La bonne nouvelle dans le bâtiment, c'est que nous savons apporter des solutions de mieux vivre. Je vous donne un autre exemple. C'est l'acoustique d'une salle de classe est corrélée à l'absentéisme d'un enseignant. Parce que quand vous enseignez dans une salle en carrelage pendant 20 ans, vous faites de l'hypertension et vous êtes absent. Et l'apprentissage de l'enfant au 4e rang ne se fait pas bien. Donc il y a des effets indirects très très puissants dans la santé de l'économie, dans l'équilibre de nos sociétés et de nos démocraties, sur la qualité des bâtiments publics et privés, puisqu'on y passe 90% de notre temps. Ça sera ma vraie dernière question. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a une responsabilité de cette crise du logement dans la tension qu'on a pu observer dans le pays, dans le fait que les extrêmes ont monté énormément? Est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de déni par du précédent gouvernement de la réalité de cette crise du logement qui aujourd'hui est une vraie angoisse pour les jeunes, je pense notamment? Je pense que le logement, il a concentré beaucoup d'effets. Il a concentré un effet énergétique, parce qu'effectivement, la facture énergétique était plus élevée. Il a concentré l'effet de la hausse des taux lié à l'inflation, parce que c'était plus coûteux de financer son logement. Donc, d'une certaine façon, le logement, qui est encore une fois la vie quotidienne de chacun, il faut que ça devienne encore plus une priorité. C'est vrai en France, c'est vrai dans tous les pays. Vous l'avez dit, en Angleterre, ça a été une priorité de la campagne. Donc, le logement, c'est là où on passe, encore une fois, dans son lieu de travail comme dans son lieu de vie, 90% de son temps. Donc, c'est important d'y consacrer beaucoup d'attention. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Benoît Bazin, d'être passé sur le plateau de la Tribune. Et bonne fin de rencontre d'Aix.